Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va vous présenter comment on a mené un projet dans la santé de A à Z dans l'IA. C'est un projet qu'on a mené conjointement avec le centre hospitalier de Maubeuge. Et tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à la fin, on gardera un petit temps pour ça. Donc, on travaille du coup sur Rennes, dans une équipe data au sein du MIPICIB. Valentin en tant que data scientist et moi-même en tant qu'ingénieur data. Le MIPICIB, c'est une structure publique qui regroupe plus de 1300 collaborateurs et collaboratrices, qui est éditeur logiciel et hébergeur de données de santé, donc du coup dans le domaine de la santé et des collectivités. Un des principaux produits du MIPICIB, c'est donc SIAGE, un DPI, dossier patient informatisé, qui est un outil à destination des hôpitaux et qui permet de suivre tous les passages aux urgences de A à Z, à l'hôpital, pardon. Donc pour contextualiser un peu le projet, c'est important de rappeler que les urgences, c'est un milieu un peu particulier. C'est un milieu où il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup d'imprévisibles et beaucoup de tensions aussi, beaucoup de surcharge. On peut voir d'ailleurs qu'avec le graphique que depuis les années 90, l'augmentation du nombre de patients aux urgences est en constante augmentation. Ça génère également des tensions au niveau des patients qui peuvent liées au long temps d'attente. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, nous, notre objectif, ça va être de réduire cette part d'inattendu et cette part d'imprévisibilité. Merci. Du coup, c'est vrai qu'aux urgences, comme on l'a dit, il y a une part d'imprévisible, mais il y a aussi différentes saisons qui vont se répéter. Et du coup, dans ce contexte, on a eu l'idée donc du projet SOSmart, donc SAU comme service d'accueil des urgences, et qu'on a co-construit avec... là, on ne voit plus la slide. Qu'on a co-construit avec l'hôpital de Maubeuge et notamment le personnel soignant des urgences, avec médecins urgentistes, infirmières et également Ben Manager, le gestionnaire des lits de l'hôpital, qui va gérer les disponibilités des lits dans les différents services. Donc l'hôpital de Maubeuge a répondu également à un appel de son ARS, et le projet, donc pour le moment, se découpe principalement en deux volets. Le premier volet, ça va être de prédire le nombre d'admissions sur 5 jours. Donc vraiment le flux de patients à arriver aux urgences. Et dans un deuxième temps, au moment où un patient arrive aux urgences, on va essayer de prédire s'il va être hospitalisé ou s'il va pouvoir rentrer chez lui à la fin de son parcours aux urgences. Donc pour vous donner un peu plus d'éléments de contexte, on a une vidéo là à vous partager du docteur De Wiel, donc le docteur urgentiste de Maubeuge, qui va vous donner un peu sa vision sur le projet, sa vision aussi sur l'IA dans le domaine de la santé. Alors c'est une vidéo qui dure 6 minutes, donc c'est un petit peu long, mais promis c'est intéressant, donc écoutez jusqu'au bout. Bonjour à tous, je m'appelle Romain De Wiel, je suis médecin urgentiste depuis 15 ans et je travaille à l'hôpital de Maubeuge en tant que chef de service adjoint des urgences et en responsabilité sur le SMUR. L'hôpital de Maubeuge se situe à peu près 50 km de Valenciennes, à la frontière belge. Notre activité, généralement, c'est 54 000 passages par an, adultes et pédiatriques, avec une activité qui est rurale et semi-urbaine. Ça correspond à peu près, pour les adultes, à 110 à 140 passages par jour. Nous utilisons le logiciel à l'échelle de l'établissement, qui est fourni par le CIB. Allô, ouais, on va peut-être essayer de la lancer depuis le bureau, peut-être que ça grésira moins. Désolé.
Bonjour à tous, je m'appelle Romain Deville, je suis médecin urgentiste depuis 15 ans et je travaille à l'hôpital de Maubeuge en tant que chef de service adjoint des urgences et en responsabilité sur le SMUR. L'hôpital de Maubeuge se situe à peu près 50 km de Valenciennes. Ouais, ou alors on passe, hein, tant pis. Je la laisse. Allez, on la remet du coup. On la remet. Ouais. Ou remets-la à partir de... Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Deville, je suis médecin urgentiste depuis 15 ans et je travaille à l'hôpital de Maubeuge en tant que chef de service adjoint des urgences. Ça correspond à peu près pour les adultes à 110 à 140 passages par jour. Nous utilisons le logiciel à l'échelle de l'établissement qui est fourni par le CIB. Ce logiciel, c'est Sillage. L'hôpital compte 280 lits MCO, médecine, chirurgie obstétrique, avec un taux d'hospitalisation qui va de 15 à 20%. Alors, l'hôpital de Maubeuge a été assez précurseur dans la gestion du flux de malades, avec la création il y a maintenant 12 ans du gestionnaire de lit, qui a un profil plutôt cadre de santé, infirmier cadre de santé. Et cet agent a besoin de plus en plus d'arguments en fait, pour développer sa stratégie de travail. Donc voilà maintenant 2 ans que nous travaillons avec les équipes du CIB à une solution d'intelligence artificielle qui a pour but de nous aider à nous organiser face à l'afflux de malades, vraiment l'afflux quotidien de malades, 110 à 140 passages, et ceci pour nous aider à prendre la bonne décision dans le guidage du parcours de soins du patient, à partir du moment où il va consulter aux urgences. Donc c'est de là que provient le projet SoSmart. C'est un projet qui est présenté par une fusée qui va nous propulser vers plus de sérénité dans notre exercice quotidien. Ça va nous libérer du temps médical, ça va donner davantage de rigueur dans la tenue de nos dossiers. Ça va aussi donner des arguments complémentaires, chiffrés, pour notre gestionnaire de lit. Le premier étage de la fusée va consister à déterminer le flux entrant de malades. Alors, grâce à des données extérieures d'ordre socio-météorologique, et puis aussi notre histoire sur les 5 précédentes années, c'est ce qui nous a valu pas mal de dossiers d'éthique à mettre en œuvre pour pouvoir exploiter les données. Alors d'ailleurs, pour cette solution-là, il serait intéressant de pouvoir disposer d'un décompte horaire des arrivées des patients. En fait, on décompterait ce qui est arrivé par rapport à ce qui avait été prédit. Ça nous permet aussi de nous prémunir au niveau ressources humaines et de l'organisation interne du service. Le second étage de la fusée va servir à déterminer si on hospitalise l'usager ou non en fonction des données renseignées dans le DPI. Il s'agit là d'effectuer un travail préanalytique qui sera quasiment automatique. On sait à première vue si le patient va rester ou va pouvoir repartir. Ce qu'on souhaite faire, c'est expliquer ce flair avec des données chiffrées. On veut trouver également des éléments précoces, pertinents, ce qu'on ne va pas voir vraiment de prime abord, et déterminer le point de bascule du patient qui va le faire aller à une hospitalisation ou à un retour à domicile possible. Le troisième étage de la fusée, c'est de proposer le lit idéal du patient. Précédemment, on voulait savoir si on le gardait ou s'il pouvait repartir. Maintenant, on voudrait connaître le lit idéal. Ça, ce sera pour plus tard. En se focalisant sur les entrées spécifiques à chaque étape également de la prise en charge du patient, du parcours de soins au niveau des urgences. Ceci pour anticiper la libération de lit, pour voir si on peut réorienter précocement les patients vers 2 établissements ou adapter notre capacité d'accueil de l'hôpital.
D'un point de vue utilisateur, il me semble primordial de comprendre la décision qui est remise par l'intelligence artificielle au praticien. Je dois pouvoir justifier ma décision et SoSmart, c'est un levier supplémentaire qui va ôter un doute ou en générer un nouveau. Le but, c'est de me questionner sur ma décision finale de garder ou pas le patient. Est-ce qu'il a pu déterminer ces signaux faibles que je n'ai pas pu voir ou finalement, ça me conforte dans mon idée initialement d'orienter le patient dans telle ou telle case, hospitalisation ou retour à domicile. C'est à mon sens ce qu'apporte l'IA à la santé. C'est la possibilité de faire référence à un expert dans son domaine qui va me challenger en fait dans ma propre décision. C'est pour cela qu'il est essentiel de connaître la chaîne de décision qui a amené au résultat, pour que je puisse le critiquer. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? C'est pour ça qu'en tant que professionnel de santé, il me semble nécessaire de s'acculturer à la technologie d'IA pour ne pas la subir, tout simplement. En médecine et aux urgences en particulier, on travaille toujours dans l'incertitude. Et SoSmart va nous permettre de démousser en la rendant un peu plus explicable. Alors cet outil s'adresse aux cadres, aux médecins, à l'administration de l'hôpital. On peut déduire un capacitaire d'accueil à l'instant T. On peut réorganiser notre service. On souhaite réorganiser notre service en fonction du nombre d'entrées et de lits qui vont pouvoir être libérés. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est faire un état des lieux horaire stratégique de façon automatique. Merci de votre attention. Allô? Ouais. Ok, donc maintenant que vous avez, je pense, bien le contexte, on va dire, médical, de l'hôpital, du service et de la vision des professionnels de santé, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de comment nous, on a mené ce projet finalement de A à Z, de l'idée de départ jusqu'au déploiement. Du coup, on a suivi une méthode, somme toute, assez classique, avec une phase du XUI au début, avec du coup une équipe dédiée à ça, avec les personnels de santé, avec les développeurs, pour ensuite aller plutôt sur le travail de la donnée, faire l'extraction, la pseudonymisation, qui est une étape importante pour les données de santé, identifier les facteurs influents, là on va vous en parler un peu plus par la suite, pour passer ensuite à l'étape de modélisation. On va expérimenter plusieurs modèles, choisir et optimiser ces derniers. Et ensuite, on est passé à la phase d'industrialisation, donc vraiment intégrer ces systèmes de prédiction dans l'écosystème du soignant. Vient ensuite l'étape de validation, où là, le produit est en expérimentation sur le site, et ça permet donc d'avoir des retours et stabiliser le produit, pour ensuite le déployer concrètement. Donc là, je vais passer la parole à Elodie qui va vous parler plus en détail du premier volet du projet. Donc du coup, le volet 1 de SoSmart, c'est le volet, comme l'a dit Valentin, sur la prédiction du nombre d'entrées aux urgences. Donc pour ça, on va un peu plus préciser notre besoin. On veut prédire un nombre d'entrées toutes les 4 heures aux urgences, parce que ça correspond à peu près au roulement hospitalier à Maubeuge. Et du coup, ça nous donne 6 roulements dans la journée. 6 roulements à calculer, donc 6 fois 6 chiffres à prédire. On veut également que la prédiction soit précise à plus ou moins 5 patients. Parce que si ça change, au-delà de ça, on a des différences au niveau de l'organisation des urgences, au niveau du personnel. Et également, pour chacune des prédictions toutes les 4 heures, on veut fournir des informations supplémentaires, c'est-à-dire savoir la filière dans laquelle va être orientée. Enfin, combien de personnes vont être orientées dans telle filière. Les filières, il y en a 2. Il y a les filières courtes et les filières longues. Les filières longues, c'est pour les cas plus graves, et les filières courtes, les cas un peu moins graves. On veut également savoir le taux de plus de 75 ans pour chacune des prédictions. Ça permet de savoir, pour pouvoir organiser ces cas qui ont besoin de plus de prise en charge et plus de soins en général.
Donc, tout d'abord, on a récupéré les données, donc on a des données depuis 2018, donc environ 50 données. Ça correspond environ à 300 000 passages. Et l'un des principaux enjeux aussi, c'était de nettoyer un petit peu ce jeu-là, d'enlever les données qui sont aberrantes, donc qui sont matérialisées par les points rouges ici sur le graphique. Et également, on s'est posé la question sur comment on allait traiter la période Covid, que vous voyez dans le cadre rouge. La période Covid, c'est c'est une période durant laquelle il y a eu quand même moins d'entrées aux urgences et plus de cas graves, mais moins d'entrées, moins d'admissions aux urgences. Et donc, du coup, pour éviter que ça fausse toutes nos prédictions, dans un premier temps, on a décidé de ne pas les garder et donc de ne pas traiter ces données-là. Ensuite, on a décidé de prendre des facteurs extérieurs, des facteurs influents, ceux qui nous paraissaient influents au premier abord. On a donc, en open source, on a pu récupérer la météo, donc les prédictions, mais aussi l'historique, les événements calendaires comme les vacances scolaires ou les jours fériés, et des événements festifs aussi qui sont propres au site, comme un festival ou bien ça peut être des événements pas forcément festifs comme des grèves. Et on a également décidé de prendre en compte les épidémies qui peuvent avoir aussi un impact sur le nombre d'entrées aux urgences. Et ce, grâce au Google Trend. Une piste aussi également en cours, qu'on n'a pas encore exploitée, c'est de prendre en compte la médecine de ville, c'est-à-dire les cabinets de médecins libéraux qui ferment ou qui sont en vacances, qui peuvent également avoir un impact sur le nombre d'entrées aux urgences. Donc tout ça, ça nous fait ça nous fait quand même pas mal de variables, ça nous en fait une quarantaine. Et pour savoir lesquelles allaient être pertinentes, on a décidé de réaliser une analyse statistique. Donc, comme analyse statistique, on a par exemple fait des tests de corrélation qui nous permettaient de supprimer les variables qui étaient fortement corrélées entre elles et que vous pouvez voir sur le premier graphique, c'est celles qui sont en plus foncées. Et on n'en gardait qu'une à chaque fois. On a également fait des tests du Ki2 et gardé les variables qui passaient les tests d'hypothèse, dont l'hypothèse nulle était rejetée. On a également utilisé les feature importance des modèles simples, c'est-à-dire on a lancé quelques decision trees ou des random forest et on a gardé celles qui revenaient le plus souvent en tant que variable importante dans les prédictions. Vous avez également des boîtes à moustaches qui permettent de bien voir quelle variable, de manière très visuelle, quelle variable peut avoir une influence dans les prédictions. En ordonnée, en fait, vous avez le nombre de passages et on peut voir en fait que, par exemple, pour le premier, où on a les 6 roulements de la journée, c'est assez important dans la prédiction. On a quand même en moyenne quelque chose qui varie énormément. Alors qu'une variable comme la sécheresse, par exemple, une variable météo, on voit qu'on n'a pas forcément énormément de différence au niveau des moyennes. Donc, c'est une variable qu'on n'a pas gardée. Parmi les variables qu'on a gardées, du coup, il y en a une quinzaine. Donc, il y a principalement les variables de température qui sont importantes, les variables et plein d'autres variables météo qui ont eu un impact, les variables calendaires, évidemment, et également donc les roulements et quelques événements climatiques extrêmes comme la canicule qui ont un impact effectivement sur les urgences. Parmi les modèles qu'on a testés, celui qui s'est révélé le plus pertinent pour notre jeu de données, c'est Prophet. Prophet, c'est un modèle qui est très adapté pour faire de la prédiction de séries temporelles. Ça a eu de bonnes performances. Et également, ça a le gros avantage d'apprendre rapidement et de réapprendre aussi tout le jeu de données en quelques secondes. Donc c'était économique en ressources. Et c'est également un modèle qui nous a permis de pouvoir prendre en compte des facteurs extérieurs de plusieurs types. Donc, du coup, c'était tout adapté à notre situation. Et également, on peut fournir une grande explicabilité aux médecins, comme en parlait le docteur DeWitt tout à l'heure.
Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, Prophet, ça fait une décomposition du signal. Donc il prend la tendance, les saisonnalités, donc les motifs importants et le bruit, et avec ça, il arrive en décomposant à prédire ce qui va se passer ensuite. Et nous, sur les points sur lesquels on a pu jouer pour pouvoir bien tuner ce modèle, c'est ce qu'ils appellent les change points, donc c'est-à-dire les points de changement, à quel point on veut que le modèle soit sensible au changement, à quel point on veut les saisonnalités, c'est-à-dire à quel point on veut que le modèle soit sensible aux motifs et sur quelle période. Effectivement, les facteurs influents et qui soient régresseurs ou holidays. Holidays, c'est des facteurs influents aussi, mais en plus ponctuels, ceux qui sont plus ponctuels. Et donc les résultats, on a un petit graphique de résultats ici. Donc en rouge, vous avez les prédictions et en noir, vous avez les valeurs réelles. On peut voir que ça suit plutôt quand même bien souvent le cas réel. Les cas où il est moins bon en général, c'est quand il y a des pics, il a plus du mal, il a tendance à reproduire assez souvent un même motif. Et pour donner quelques chiffres, par exemple, entre 8h et 12h, en moyenne, on a 3,8 patients d'écart, ce qui montre que on s'est respecté au niveau des plus ou moins 5 patients d'écart. L'erreur quadratique, elle est forcément plus élevée parce qu'elle prend davantage en compte les pics. Et voilà. En termes d'exactitude, on est à 82%. Ça correspond bien aussi à ce qu'on voulait. La phase suivante, ça a été d'intégrer tout ça. D'abord de rendre le POC qu'on avait, de le rendre industrialisable, donc de l'intégrer à notre ensemble de projets Python, puis de créer un fichier de paramétrage pour chaque site pour qu'ils puissent rentrer leurs informations spécifiques comme leurs coordonnées au niveau pour la météo ou leurs événements festifs par exemple. Ensuite d'automatiser le déclenchement de l'IA toutes les 4 heures du coup grâce à une cron tab. On l'a ensuite déployé en phase de test avec des données des données de test sur site, à Maubeuge du coup. Et ensuite, enfin, restituer le résultat grâce à une IHM qu'on va pouvoir vous montrer d'ailleurs. Hop. Alors... Est-ce que... Je ne sais pas si vous allez voir mon écran comme ça. Ok. Je fais un échappe, peut-être comme ça. Ok. Donc du coup ici, ça c'est l'écran en fait qu'on a déployé en test, un premier écran qui nous permet de visualiser donc du coup les 5 jours. Donc ici on part du principe qu'on est mercredi 24 avril. On a les données les résultats passés et les résultats prédits sur les jours suivants. On a également un indice de confiance et des données, les facteurs qui ont été les plus influents dans la prédiction qui sont affichés pour permettre aux médecins d'avoir une explication sur le résultat. La météo et les événements sont également là pour aider aussi à comprendre le résultat. Et si jamais il y a un souci avec les prédictions, il y a un espace commentaire pour les soignants où ils pourront rentrer leurs commentaires sur la prédiction, vu que c'est encore en phase de test. On a également le nombre de patients attendus, le nombre de patients qui restent à arriver et, comme précisé avant, les plus de 75 ans. La partie en bas, c'est une partie un peu plus statistique. Elle n'est pas du tout calculée avec Prophet. C'est vraiment basé, parce que c'est très important aussi qu'ils puissent s'organiser en prévoyant le nombre d'hospitalisations. Comme l'a dit Romain, c'était à peu près 10-15%. Et vous avez sur les graphiques suivants un peu plus de détails en termes de statistiques, donc par tranche d'âge, par genre et parmi les hospitalisations, quelles sont les spécialités dans lesquelles ils sont envoyés.
du coup, je vais laisser la parole à Valentin qui va nous présenter le volet 2 de SoSmart. Merci. Donc, sur le volet 2, tiens, tu peux passer si tu veux bien. Là, on va s'intéresser plutôt au destin, entre guillemets, d'un patient qui est déjà arrivé aux urgences. Et on va vouloir essayer de prédire s'il va être hospitalisé au sein de l'hôpital ou s'il va pouvoir rentrer chez lui à la fin de son passage aux urgences. Et dans un deuxième temps, on va également vouloir essayer de prédire dans quel service de l'hôpital ce patient sera hospitalisé. Du coup, est-ce qu'il va être en médecine générale, est-ce qu'il sera en chirurgie, en soins intensifs, etc. Voilà, dans le meilleur des cas, on aimerait pouvoir prédire le destin du patient le plus tôt possible à son arrivée à l'hôpital. Donc voilà, si dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer qu'on prédit son hospitalisation ou pas au moment où il arrive à l'hôpital. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore toutes les données qui vont être utiles pour nos modèles pour faire cette prédiction. Et donc, on a identifié 3 étapes clés qui vont, à chacune de ces étapes, on va récolter des nouvelles données qui vont permettre d'affiner la prédiction des modèles. La première étape, c'est l'étape avec le contact de l'infirmière d'accueil. Donc là, on va prendre, par exemple, son âge, pourquoi il est venu aux urgences, donc son motif de recours, prendre sa température, par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, on a la deuxième étape qui est l'étape du contact avec le médecin, où cette fois-ci, on va avoir plus de données, notamment le diagnostic du médecin, son examen clinique et également des prescriptions, par exemple, d'imagerie médicale. Et la dernière étape qu'on a identifiée, c'est justement le résultat de ces analyses prescrites par le médecin, donc là, le résultat de la radio ou des examens biologiques, par exemple. Voilà, donc comme pour le volet 1, on va mener une étude statistique pour sélectionner les données les plus pertinentes pour entraîner nos modèles. Parce qu'il faut savoir qu'un patient à l'hôpital produit, entre guillemets, énormément de données. Donc c'est important de sélectionner les plus importantes. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. On a l'âge, le motif de sa venue, son moyen de transport, est-ce qu'il est venu par ses propres moyens ou pas, et voilà, ses antécédents médicaux, par exemple. Et on va faire un certain nombre de tests, comme l'a décrit Elodie précédemment. On a le test du Ki2, Mann-Whitney, des tests de corrélation ou des tests de Fisher. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais sur la droite de la slide, vous pouvez voir les données qui sont les plus influentes pour le modèle qu'on a sélectionné. Et donc là, à cette étape-là, la donnée la plus importante, c'est le motif de venue du patient, qui va nous donner beaucoup d'informations sur la gravité et donc son hospitalisation ou sa non-hospitalisation. Ici, on a la même analyse, mais plutôt à l'étape du contact du médecin. Et là, on a beaucoup de nouvelles données. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a par exemple l'examen clinique du médecin, les prescriptions d'imagerie, de biologie. Mais donc, on a un nouveau challenge qui apparaît, c'est que toutes les informations produites par le médecin, ses commentaires, ses diagnostics, elles sont saisies au format de texte libre, comme on pourrait avoir un document Word, par exemple. Et donc, ce n'est pas de la donnée structurée. Et donc là, on va devoir les traiter différemment que toutes les données qu'on avait pu avoir avant. Donc, par exemple, l'âge, on voit que c'est très structuré. On peut l'injecter directement dans un modèle. Mais là, ça va demander une analyse complémentaire et l'utilisation d'autres modèles d'IA. Alors juste, excuse-moi. Et on voit aussi que là, dans le modèle qui est utilisé, ces nouvelles données du diagnostic du médecin arrivent en tête avant le motif de recours du patient. Donc on voit que c'est vraiment de la donnée très riche qu'on va vouloir exploiter. Donc voilà, là, je vous avais déjà un peu teasé cette slide, mais on va avoir finalement dans ce volet-là 2 types de modèles d'IA. Un modèle plutôt de classification de données structurées. Est-ce que oui ou non le patient va être hospitalisé ou pas?
Et dans le même temps, finalement, on va avoir des modèles qui vont servir à extraire de l'information, de l'intelligence, des textes non structurés. Donc là, pour les modèles de classification, on a voulu utiliser des modèles open source et aussi des modèles qui ont été éprouvés, qui ont fait leurs preuves. Et donc là, notre choix à ce stade, ça a été de s'arrêter sur le modèle LGBM, qui donne des bonnes performances, qui est assez économique et qui nous donne une possibilité d'explication importante. Et ensuite, pour la partie traitement des textes, on a utilisé deux approches principales. Une approche plutôt statistique qu'on a appelée les n-grammes. Donc ça consiste à regarder quel mot ou groupe de mots va plutôt provoquer l'hospitalisation ou la non-hospitalisation de façon statistique. Et on a aussi utilisé des modèles de langage de type BERT. Et là, vous voyez les modèles qu'on a utilisés. C'est les versions en française, donc Camembert, Dr BERT ou alors Camembert Bio pour la partie biomédicale. Voici un peu les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent. Donc là, c'est à l'étape l'IOA qui est l'infirmière d'accueil. On voit donc sur la partie haute de la slide la matrice de confusion qui permet de visualiser donc, sur un ensemble de validation, donc, des données qui n'ont pas servi à entraîner le modèle, les performances. Donc on voit sur la diagonale, qui sont en verte, les prédictions qui sont bonnes. Donc quand le modèle prédit sortie et que c'est effectivement une sortie qui se produit, et même chose pour hospitalisation. Donc là, on voit qu'on a vraiment une majorité de bonnes prédictions. Le fait qu'on ait plus de données dans les sorties, c'est qu'en réalité, heureusement, il y a plus de patients qui sortent que de patients qui restent hospitalisés à l'hôpital. Mais on voit quand même qu'on a quelques faux positifs ou faux négatifs. Donc quand le modèle prédit une hospitalisation, ça arrive que finalement, le patient puisse sortir. Et inversement. Et donc là, je vous ai mis quelques métriques, mais je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail parce que ça ne va pas être très intéressant. Mais on voit qu'on a une courbe ROC assez jolie et une exactitude finalement à 83,3%. Voilà, pareil pour cette slide, je ne vais pas m'y attarder très longtemps, mais c'était pour vous montrer l'idée qu'à l'étape médecin, on a plus de données et donc on va pouvoir augmenter la précision des prédictions et là passer à 85,5% d'exactitude. Et là, une dernière slide aussi de résultats que je voulais vous montrer parce que je la trouvais pertinente, c'était les différentes approches de traitement des textes, où là on voit que l'approche statistique, qui est somme toute assez basique et économique à mettre en place, nous donne une exactitude à 78%. Et là où les modèles donc les gros modèles de langage, qui sont plus les plus gros maintenant, mais qui sont quand même assez coûteux, relativement coûteux en termes de ressources, arrivent à des performances à 80%. Donc c'est mieux, mais c'est pas beaucoup mieux que l'approche statistique finalement. Et là, juste une petite dernière remarque, c'est que là, donc, c'est des résultats sur une évaluation en prenant en compte seulement les textes. Et là, on est aussi à une étape où on va vouloir injecter ces résultats-là dans le modèle de classification, donc pour les intégrer à toutes les autres données qu'on a. Et donc là, on est encore en phase d'expérimentation à ce stade-là. Et s'il y a des gens dans la salle qui ont déjà couplé des modèles de texte avec des modèles de classification type LGBM, ça nous intéresse d'échanger avec vous à ce sujet-là. Voilà une slide pour vous montrer une étape vraiment clé pour embarquer le personnel soignant. C'est l'explicabilité. Donc là, on a utilisé une librairie assez connue qui s'appelle CHAP et qui permet de faire de l'explication locale. Donc pour chaque prédiction, on est capable de donner précisément toute la chaîne de décision, toutes les données sur lesquelles le modèle s'est basé pour donner sa prédiction. Donc là, si on regarde un petit peu plus dans le détail, sans tout passer non plus, mais sur la gauche, on a une prédiction d'un patient qui sera non hospitalisé.
Et donc on pouvait voir qu'un des critères principaux, ça a été que le patient est âgé de 21 ans, donc une personne jeune aura plus de chances de pouvoir rentrer chez elle après les urgences. Et à droite, un patient qui était prédit comme hospitalisé. Et là, on voit que le modèle s'est servi du motif de venue du patient, qui est dépression suicidaire. Donc là, voilà, on considère que c'est quelque chose d'assez grave et qu'il y a des chances que le patient soit hospitalisé par la suite. Donc du coup, pour terminer, on va faire un petit retour d'expérience sur la manière dont on a vécu en interne le projet. Les challenges principaux qu'on a rencontrés, en fait, ça a été plutôt déjà le traitement de la période Covid. On ne sait pas exactement. On aurait bien aimé prendre ces données en compte, peut-être pour anticiper d'autres épidémies, mais dans un premier temps, voilà, on a décidé de ne pas les garder. C'est également la performance des modèles. Qui nous a, que ce soit au niveau de Prophet pour les pics qui ne sont pas forcément toujours bien interprétés, ou alors au niveau des modèles de langage pour le volet 2, c'est pas toujours. Enfin voilà, les résultats qu'on a eus sont bons, mais améliorables aussi. Et on a également eu des challenges un peu moins, on va dire, techniques, que ce soit au niveau de l'accès aux données. Pour le dossier CNIL qu'on a monté pour avoir accès à ces données, il a quand même pris environ 1 an. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément à ce point anticipé et qui, du coup, a retardé un petit peu le projet. Et également, on s'est posé aussi la question au niveau de l'éthique. On ne veut pas que notamment le volet 2 serve à une aide à la prédiction médicale, enfin une aide entre guillemets à la prise de décision du médecin, plutôt à une aide à l'organisation pour pouvoir organiser le nombre de lits qui seront nécessaires pour les hospitalisations. Ouais. Et du coup, sur les enseignements qu'on a pu tirer de ce projet, je viens d'en parler, mais l'explicabilité, c'était vraiment quelque chose de très central, notamment dans le milieu médical. Et on a voulu, par exemple, privilégier des modèles explicables avec peut-être des moins bonnes performances que d'autres modèles de deep learning, où là, c'était plutôt boîte noire et l'explication était plus globale et moins précise. Également, donc Elodie l'a dit, anticiper les aspects juridiques, parce que quand on a un projet industriel, avoir 1 an d'attente entre la demande et l'accès aux données, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je voulais finir sur l'aspect collaboration interdisciplinaire qui était primordial. Donc là, on parlait de l'aspect juridique, donc parler avec les juristes, mais aussi embarquer l'équipe UX/UI à toutes les étapes du projet, les soignants et les développeurs voilà, tout au long du projet pour que le projet puisse aboutir sereinement. Voilà, je crois que c'est tout. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Oui, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc là, on vous a mis aussi un contact mail si vous avez des remarques, des questions, avec Jean-Luc qui est au premier rang, juste ici. Donc on a une question en distanciel. Un spectateur se demande si c'est Prophet qui donne sa confiance ou alors c'est aussi une feature prédite. Donc du coup pour Prophet, on a regardé les features importantes, mais pour les facteurs influents qui ont été affichés notamment dans l'IHM, on a aussi calculé nos propres métriques, comme par exemple ceux qui ont été utilisés. C'est ça, hein, je crois qu'on a utilisé aussi nos propres métriques. Et donc, du coup, c'est un peu un mélange de ce que nous sort Prophet, mais aussi nous, de ce qu'on a produit comme métrique. Bonjour. C'est quoi à peu près la taille de vos équipes ? Et vous avez mis à peu près combien de temps, si on enlève les 1 an d'accès aux données CNIL, pour le développement de chacun des volets, parce que vous n'en êtes pas forcément au même endroit ?
À peu près. Hein. Le nombre de passages, à peu près, le nombre de lignes, on va dire. Non, le nombre de personnes qui sont présentes pour toute l'étape développement. Ah, pardon. Et le temps, hors données. Le nombre. Jean-Luc, tu veux répondre Réponse rapide. Hein. Il y a déjà 2 ici, et puis il y a une autre personne qui est dans la salle. Donc 3 personnes. Après, pas forcément temps plein, mais à peu près 3 personnes sur 2 ans. C'est ça? Plus la chefferie de projet et l'UX/UI. J'ai pas compté. Faut pas les oublier. Au total, j'imagine que si on prend large, ça peut regrouper une dizaine de personnes. Enfin, oui, non. Pas en temps plein, évidemment, mais voilà. Bonjour. Moi, ma question, c'est sur la partie volet 2. J'ai pas bien compris si les personnels de santé avaient à disposition cette prédiction. Et si oui, est-ce que vous n'avez pas peur que ça influence leur choix, sachant que dans au premier passage de la prédiction, c'est quand même un peu tôt pour émettre un diagnostic? Ouais, c'est une excellente question, merci. Et c'est aussi une question à laquelle on n'a pas 100% répondu pour le moment. Donc là, c'est plutôt en phase d'expérimentation. Et du coup, le médecin que vous avez entendu parler, Dr De Wild, souhaiterait avoir accès à cette prédiction. Nous, on n'est pas 100% sûr encore de pouvoir la donner. Comme vous dites, ça pose vraiment des problématiques éthiques. Une idée qu'on avait envisagée était de donner la décision au médecin, enfin la prédiction, pardon, au médecin, une fois que lui a donné son diagnostic. Ça permettait peut-être de faire un compromis pour lui donner l'information et peut-être qu'il challenge sa décision, mais de ne pas l'influencer en amont. Mais c'est vraiment, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore tranché totalement cet aspect-là et c'était une très bonne question. Merci. Je peux en poser une deuxième ou pas? J'avais une autre question par rapport aux patients qui sortent de l'hôpital mais qui au final reviennent. Est-ce que vous avez l'intention de prendre en compte ce genre d'éléments dans votre modèle? Tu prends? Alors, il me semble que dans les critères, mais je ne suis pas sûr à 100%, hein, la réhospitalisation est prise en compte. Hein. Je ne sais pas qui posait la question. Oui, bonjour. Il me semble que c'est prise en compte la réhospite dans les critères. Par rapport à la question précédente, effectivement, Valentin a bien expliqué que c'est un problème éthique. Il faut savoir que la solution est en premier destinée au bed manager. Donc on a passé un petit peu rapidement sur le rôle du bed manager. Mais le bed manager, c'est lui qui est chargé de coordonner la gestion des lits à l'hôpital. Et donc cette solution, notamment sur le volet 2, elle est plutôt pour le bed manager que pour le médecin, puisque notre but, ce n'est pas d'influencer la décision médicale. La décision médicale, c'est la décision du médecin, et elle lui appartient entièrement. Par contre, sur le plan organisationnel, c'est pratique de pouvoir anticiper la décision qu'il va prendre. Voilà. D'abord, merci pour la présentation. J'ai juste une question à propos de l'indice de confiance. En fait, vous avez parlé dans la partie IHM d'un indice de confiance. Est-ce que vous vous basez uniquement sur les métriques d'erreur que vous avez calculées ou sur des intervalles de prévision ou de confiance que vous calculez pour prendre en considération les incertitudes sur les variables d'entrée du modèle, en fait? Pour l'instant, elles sont basées sur les métriques d'erreur qu'on a calculées et également sur des intervalles de confiance. On a essayé de faire on a pris les deux en compte. Ouais, c'est ça. On a pris les deux en compte. Mais on est quand même en train de réfléchir si c'est pas forcément améliorable la manière dont on le calcule. Donc voilà. C'est pas...
Bonjour. Est-ce que vous avez été contacté par des organismes externes, type des assureurs ou autres, pour votre modèle de données? Est-ce que vous comptez le conserver uniquement dans les hôpitaux? Alors, non, hein, je pense qu'on n'a pas été contacté et je pense que juridiquement, c'est interdit en fait. Comme on disait, l'accès aux données de santé, c'est quelque chose de très réglementé, heureusement qui est bien réglementé, mais voilà, qui pour nous aussi qui voulons expérimenter dessus, des fois c'est peut-être même un petit peu trop verrouillé, mais voilà, on n'a pas, il n'y a pas moyen que ça sorte ailleurs et pour les assurances notamment, quoi. Merci. Bonjour. Est-ce que ce modèle serait réplicable à d'autres établissements ou alors il y a vraiment des spécificités à cet établissement Donc là, toutes les spécificités qu'on aurait pu présenter à cet établissement, c'est quelque chose qu'on rentre dans les paramètres, qui sont quelque chose du coup de paramétrable. Évidemment, il faudrait réaliser une analyse des données supplémentaires à d'autres sites, mais de manière générale, on a quand même un modèle qui permet d'apprendre sur des paramètres qui sont du coup renseignables par les sites. Voilà. Alors, ouais, juste peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on a deux volets, donc plusieurs modèles différents. Le modèle qui va prédire le flux de patients sur 5 jours est, à notre avis, assez générique, puisqu'il va dépendre seulement de la météo ou d'autres les événements, mais c'est des choses paramétrables. Là où ça va être plus compliqué, je pense, que le modèle soit générique, c'est sur la deuxième partie d'hospitalisation, puisque chaque site déjà produit des données différentes. Les données ne vont pas être renseignées de la même façon d'un site à l'autre. La politique d'hospitalisation va changer aussi. Donc, les projets sont applicables à un autre site, mais il va falloir refaire une analyse, du réapprentissage pour l'adapter au mieux à un nouveau site. Bonjour, merci. Justement, vous parliez de réapprentissage. Ma question, c'était sur la fréquence de réentraînement de vos modèles. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, vous avez déjà réentraîné? À quelle fréquence vous prévoyez de réentraîner vos modèles? Moi, je peux parler surtout pour le volet 1. On a prévu, en fait, Prophet réapprend par défaut, vu que c'est assez léger, surtout le jeu de données à chaque fois, donc toutes les 4 heures, il est prévu qu'il réapprenne. Et sur le volet 2, pour le moment, c'est quand même un entraînement un peu plus coûteux. Et c'est encore en phase d'expérimentation. Pour l'instant, on n'a pas vraiment tranché à quelle fréquence on le réentraînait. Mais alors, ce sera certainement des périodes plus longues que Prophet, qui peut être réentraîné en quelques minutes toutes les 4 heures. Là, je pense qu'on pourra plutôt prévoir des périodes plutôt de l'ordre de 1 mois, je dirais, ou quelque chose comme ça. Merci. Du coup, je complète juste. Est-ce que, du coup, en particulier sur le premier modèle, il y a des tests qui permettent de s'assurer de la cohérence entre la version précédente du modèle et celle qui est réentraînée 4 heures? Si toutes les 4 heures, c'est réentraîné, est-ce que vous avez des moyens de vous assurer qu'on n'a pas des réponses qui seraient contradictoires ou très changeantes? Pour l'instant, non, on n'a pas spécialement prévu de tests pour ça. On surveille un petit peu les résultats, on les analyse, mais pas de manière bien définie. Merci. Bonjour, ça correspond au modèle Prophet. Vous avez un résidu qui est produit à la fin, vous avez une tendance linéaire, puis après une tendance saisonnière, si je ne dis pas de bêtises, et après le bruit. Est-ce que ce bruit, vous l'analysez pour savoir si c'est un bruit blanc ou est-ce qu'il n'y aurait pas encore de l'information dessus qu'on pourrait en tirer? On l'a analysé, mais on n'a pas forcément tiré d'informations. Pour nous, c'est un bruit blanc. Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que sur le premier volet, on essaye toujours d'ajouter plus de facteurs influents et de déterminer ce pic, à quoi il est dû, est-ce qu'on peut trouver la cause, et du coup, est-ce qu'on pourrait récupérer cette donnée pour améliorer le modèle. Mais oui, ça passe par l'analyse des résidus, forcément, quoi.
Ok, merci. Et juste j'en profite vu que j'ai le micro. Juste l'application que vous avez développée, vous l'avez développée avec quel logiciel ou quel langage? C'est en Python. En Python, Python, que ce soit pour les modèles, le modèle Prophet qu'on a utilisé du Python, et l'IHM aussi, c'est Python, c'est Dash, c'est en Python Dash. Ok, merci beaucoup. Bonjour, j'avais juste une question data. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé des modèles BERT et du traitement statistique pour pouvoir travailler sur la partie data, sur la partie textuelle. Et la question que je me pose, c'est en ce qui concerne en fait les données d'imagerie médicale, comment vous avez réussi à traiter ces données-là? Est-ce que c'est uniquement à partir d'une analyse du médecin pour pouvoir le rentrer directement dans le données et le traiter plus tard, ou c'est juste en fait un modèle qui va retraiter l'imagerie pour pouvoir fournir une information qui va permettre une prise de décision par la suite? Ouais, alors pardon, j'ai peut-être pas été hyper clair sur ce point-là. Ce qu'on va analyser avec ces modèles, c'est les prescriptions d'imagerie médicale. Donc, on ne parle pas du tout de traitement des images, hein. C'est plutôt le fait que le médecin ait prescrit une analyse d'imagerie médicale ou biologique. Et au moment des résultats, on va analyser le rapport de l'expert d'imagerie qui sera sous forme de texte. C'était ça la question? Ok. Bonjour, merci pour la super présentation. Petite question sur la partie anonymisation des données, vu qu'il y a de nombreuses sources. Comment vous avez procédé? Quel outil vous avez utilisé? Anonymisation des données, on a, en fait, par exemple, pour le premier volet, on n'avait pas besoin en fait des données nominatives, on avait besoin seulement d'un flux de données. Du coup, c'était, comment dire, on n'avait pas vraiment de données personnelles puisque c'était plutôt le nombre de patients qui nous intéressait. Donc là, cette question-là ne se posait pas vraiment pour le premier volet. Ouais. Bon, tu as déjà commencé à répondre. Premier volet, c'est que du flux, donc c'est un nombre de patients, donc il n'y a pas de problème. Sur le deuxième volet, on est sur des dossiers médicaux, donc des données sensibles. Donc là, on n'a pas fait une anonymisation, je précise, on a fait une pseudonymisation, oui. C'est-à-dire qu'on a masqué tous les traits directement identifiants, le nom, le prénom, la date de naissance, des choses comme ça. Alors la date de naissance, on prend l'âge, donc ça globalise, quoi. Et sinon, les identifiants numériques, on les remplace par d'autres séquences. Voilà. Et vous faites ça à la main ou vous utilisez un outil? Oui, alors la question de l'outil, effectivement, on a fait à la main, avec des programmes Python, des choses assez simples qu'on a installées sur l'établissement. Alors il faut savoir qu'on a fait un dossier CNIL qui nous permet aussi de nous affranchir d'une anonymisation complète des données. On a une autorisation d'accès à ces données par rapport à ce projet qui est un projet expérimental. Si on est sur un autre type de projet, voilà, ça va être différent et il va falloir passer par une étape d'anonymisation. Merci. Peut-être une petite dernière question sur le choix des modèles, surtout sur le traitement du langage. Vous êtes resté sur des modèles assez petits parce que une question d'infrastructure, vous devez être sur vos infrastructures parce que les données sont sensibles, ou alors autre raison? C'est aussi parce que donc on envisage de pouvoir déployer directement sur le site de l'hôpital et les hôpitaux n'ont pas des gros serveurs et ça peut être difficile d'avoir des modèles très lourds à faire tourner. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est limité à des petits modèles. Mais c'est quand même des modèles, qui sont assez reconnus et peut-être pas... À ce dimensionnement-là, je pense que c'est état de l'art, quoi. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Ouais, très bien.
Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.